Bonjour à toutes et à tous, et je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances sur la littératie. Je suis Valérie Beausoleil, responsable de programme à la Direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec, et j'aurai le plaisir d'animer cette séance. Cette rencontre nous permettra d'en connaître davantage sur les résultats issus des deux recherches menées dans le cadre du programme de recherche en littératie, programme qui découle d'un partenariat avec le ministère de l'Éducation du Québec, avec lequel le Fonds est fier de s'associer depuis maintenant plus de 20 ans. Seront présentées la recherche d'Annie Charon de l'Université du Québec à Montréal et celle de Monica Boudreau de l'Université du Québec à Rimouski pour une rencontre qui devrait prendre fin autour de 15h30. Il est intéressant de savoir que depuis la première édition du programme de recherche en littératie en 2009, 8 appels de proposition ont été lancés à la communauté scientifique permettant de financer 82 recherches. Précisons que le ministère de l'Éducation du Québec a financé ces projets à 100 Nous le remercions de soutenir ainsi la recherche et de reconnaître son importance pour éclairer les décisions, les stratégies et les actions gouvernementales à mettre de l'avant pour appuyer les milieux pratiques et citoyens. Dans les programmes d'action concertée, ce sont les partenaires qui définissent les objectifs et les besoins de recherche du programme. Et le fonds de recherche est quant à lui responsable de la gestion du financement, allant de la coordination des comités d'évaluation des dossiers déposés à l'organisation des différentes rencontres qui permettent aux équipes de recherche de discuter avec des partenaires des ministères et des différents milieux. Le fonds s'assure également du respect de la liberté académique et de la propriété intellectuelle des chercheurs et chercheuses. Et au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, le fonds organise une activité de transfert permettant de favoriser l'appropriation des connaissances par les milieux d'utilisateurs. C'est autour de cette rencontre que nous sommes réunis aujourd'hui. Notre partenaire, le ministère de l'Éducation, est ainsi instigateur de programmes et identifie en amont des besoins de connaissances à combler. Dans la foulée du plan d'action pour l'amélioration du français, le programme de recherche en littératie poursuit 4 grands objectifs. D'abord, il s'agit de développer des connaissances afin de favoriser le développement, le maintien et le rehaussement des compétences en littératie au Québec. Ensuite, le programme vise à créer et consolider des partenariats entre les chercheurs et les praticiens-praticiennes. Par ailleurs, le programme vise à favoriser l'appropriation et l'application concrète des résultats de recherche dans les milieux scolaires ou communautaires. Donc, vous êtes vraiment plusieurs avec nous aujourd'hui pour discuter de 2 projets. Vous êtes plus d'une centaine de personnes et vous provenez de milieux vraiment tous diversifiés, ce qui promet une période d'échange assez riche, échange que nous encourageons d'ailleurs. Pour ce qui est du déroulement de la séance, chaque équipe dispose de 30 minutes de parole. Nous les entendrons ainsi tour à tour pour discuter et vous pourrez poser des questions pendant 15 minutes qui suivront leur présentation. Ces questions seront inscrites dans la boîte de discussion que vous voyez au bas de votre écran. Je suis accompagnée aujourd'hui de Christiane Baudage-Simpson du ministère de l'Éducation du Québec. Elle a généreusement accepté d'animer la période d'échange, se proposant ainsi d'être votre porte-voix, puisque vos questions seront inscrites dans la boîte de discussion. Vous constaterez que vos caméras et vos micros ne peuvent s'activer puisque nous enregistrerons la séance pour la rediffuser sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Cela dit, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de chaque présentation puisque la période de questions, elle, ne sera pas rediffusée. Par ailleurs, je vous informe que les questions écrites dans la boîte de discussion ne sont pas visibles à l'ensemble des participants et des participantes. Elles ne sont que accessibles aux panélistes que vous voyez à l'écran présentement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête pendant la présentation, même si nous y répondrons qu'à la fin. Et puis, je suis également accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, que vous voyez qui vous envoie tout plein de messages dans le chat. Elle est responsable des aspects logistiques et techniques. Donc, elle pourra vraiment venir en aide avec tout éventuel problème technique qu'on pourrait avoir au cours de la séance. Et bien, je la remercie de veiller ainsi sur nous. Et donc, ben, sans plus tarder, j'inviterai Annie Charon de l'Université du Québec à Montréal de nous présenter son projet de recherche s'intitulant
étude des relations entre la qualité de l'environnement physique et des pratiques éducatives et l'engagement des enfants dans leur expérience d'apprentissage en langage oral et en émergence de l'écrit à l'éducation préscolaire 4 ans et 5 ans. Alors, je vois qu'elle a déjà partagé son écran, mais je vais me permettre de la présenter très brièvement. Donc, Annie Charon, titulaire en éducation, professeure titulaire en éducation préscolaire au département de didactique de l'UQAM. Elle est titulaire de la chaire de recherche stratégique pour la réussite éducative des enfants à l'éducation préscolaire et elle est co-chercheure au sein de l'équipe de recherche qualité des contextes éducatifs à la petite enfance. Ses travaux de recherche portent notamment sur les pratiques enseignantes pour soutenir le langage oral et écrit en contexte d'éducation préscolaire, sur la qualité des interactions en classe entre la personne enseignante et les enfants, ainsi que sur les collaborations interprofessionnelles pour mettre en œuvre des interventions préventives qui favorisent le développement global de tous les enfants. Elle est également directrice du doctorat réseau en éducation à l'UQAM. Puis elle est accompagnée aujourd'hui de Julie Lachapelle, qui a également participé à la recherche avec Mme Charon. Donc, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et donc je vous cède la parole pour les 30 prochaines minutes. Merci beaucoup, Madame Beausoleil. Alors, je suis vraiment contente. Ben, nous sommes bien contentes, Julie et moi, d'être présentes aujourd'hui pour présenter notre beau projet de recherche. Alors, je ne relirai pas le titre parce qu'il a été déjà bien présenté. Alors, aujourd'hui, je ferai la présentation avec Julie, mais je vais vous présenter tout à l'heure nos autres collègues de travail. Alors, pour cette activité de transfert, le plan de présentation est assez classique là, pour répondre aux besoins de l'organisme subventionnaire. Donc, on va prendre le temps de placer le contexte de la recherche et ensuite, on va enchaîner quand même très rapidement sur les objectifs de recherche et leur méthodologie. Et la méthodologie sera plus en plus détaillée en lien avec les résultats, les retombées et les applicabilités. Et à la fin, ben, on ira avec les pistes de solutions pour 5 groupes plus précisément. Et on vous fera part de nos limites et de nos pistes de recherche futures au terme de ce projet de recherche que nous avons réalisé ensemble. Donc, l'équipe de recherche était constituée de 6 personnes. Alors, j'en étais la responsable, telle que Mme Beausoleil l'a mentionné tout à l'heure, mais j'avais aussi la chance d'avoir 4 co-chercheuses, donc Nathalie Biguera de l'UQAM, Lise Lemay de l'UQAM, Caroline Bouchard de l'Université Laval, Christian Dumais de l'UQTR et Julie Lachapelle, qui est professeure suppléante à l'Université du Québec en Outaouais à titre de collaboratrice. Alors, voici notre équipe. Donc, on va commencer par situer le contexte de la recherche. Donc, on se rappelle que c'était un programme de recherche axé sur la littératie. Donc, le besoin numéro 2 était en lien avec la littératie en contexte scolaire. Donc, nous, on s'intéressait à l'éducation préscolaire plus précisément. Et dans le cadre de ce concours, de cet appel-là, en fait, on souhaitait plus précisément, donc, dans le cadre d'un programme de développement global à l'éducation préscolaire, quelles pratiques éducatives sont les plus susceptibles de développer la compétence à communiquer oralement. Et vous verrez qu'on a dépassé l'oral, mais on est allé aussi en langage oral et écrit. Alors, afin de vous situer un peu plus, avant de vous présenter tous les résultats qu'on a eus, c'était vraiment un gros projet assez ambitieux. Donc, j'aimerais vous parler un peu de nos grands concepts dans le cadre de ce projet-là, c'est-à-dire le langage oral, le langage écrit qui comprend à la fois la lecture-écriture et l'engagement également. Donc, il y a 2 chercheurs, Newman et Roscoe, qui mentionnent souvent que le langage oral et le langage écrit, ce sont comme les 2 côtés d'une pièce de monnaie, c'est-à-dire que l'un stimule automatiquement l'autre. Moi, personnellement, j'utilise souvent la tresse, une tresse avec 3 brins, un brin axé sur l'oral, un sur la lecture, un sur l'écriture, et toute cette tresse-là entrelacée se stimule aussi les uns avec les autres. On sait très bien que plus les enfants auront développé leur langage oral et écrit en bas âge, donc en l'occurrence à l'éducation préscolaire, bien, ça va être vraiment des apprentissages qui vont être indispensables ensuite pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture de façon plus formelle quand viendra la première année et les années ultérieures. Donc, pour ce qui est ensuite de la classe proprement parlée, donc c'est important qu'on s'intéresse à la qualité de l'environnement éducatif. Donc, quand on parle d'environnement éducatif, on parle à la fois de la dimension physique et aussi de la dimension interactive. Donc, la dimension physique, ce qu'on
ce qu'on met là-dedans, en fait, c'est tout l'aménagement des lieux, le matériel qui va être mis à la disposition des enfants, notamment les écrits environnementaux, donc les différents coins d'apprentissage dans la classe. Et il y a aussi les dimensions interactives, donc quelles sont les pratiques qui sont mises en place par l'enseignante en classe, mais aussi comment les enfants et l'enseignant interagissent entre eux dans la classe. Donc là aussi, c'est super important de s'intéresser à cet environnement éducatif-là parce que les recherches démontrent que plus l'environnement éducatif est de qualité, bien, mieux sera les apprentissages et le développement des enfants. Et certaines recherches ont aussi démontré que parfois, les enseignants ne saisissent pas toujours les occasions pour mettre en place une dimension physique ou une dimension interactive de qualité, d'où l'importance de s'y intéresser. Et ensuite, ben, on s'est intéressé aussi à l'engagement de l'enfant, mais selon 4 domaines. Donc, l'engagement envers l'enfant, envers l'enseignante, envers ses pairs, donc les autres enfants de la classe, les activités qui sont proposées en classe, mais aussi un qui pourrait être des interactions qui sont plutôt négatives. Julie va prendre le temps de vous les présenter tout à l'heure, chacune de ces sections-là de l'engagement. Mais grosso modo, on peut se dire que pour l'enseignante, c'est tout ce lien émotionnel-là qu'on peut voir avec les enfants. C'est la qualité de ce qu'ils vont mettre comme interaction en place, les sentiments positifs les émotions positives qui vont ressortir de ces interactions-là. Ensuite aussi les activités par rapport à comment les enfants vont s'engager dans cette activité-là, c'est quoi leur niveau d'autonomie sur le plan cognitif, social notamment. Puis les interactions négatives, c'est ce qu'on souhaite moins voir, des mauvais comportements, des comportements antisociaux, notamment des comportements perturbateurs. Donc, ce sont vraiment les grands concepts qui nous intéressaient dans ce projet-là. Donc, si j'en viens plutôt aux objectifs de la recherche, je vous les présente ici en vous attirant votre attention sur les outils qu'on a utilisés pour y répondre et aussi les échantillons, donc les gens qui ont participé à notre projet. Mais quand Julie va vous présenter les résultats tout à l'heure, elle va prendre le temps de mieux vous expliquer chacun de ces outils-là. Donc, nous avions 3 objectifs. Donc, le premier était de documenter et évaluer la qualité de l'environnement physique et des pratiques éducatives, en ce cas-ci, le langage oral et l'émergence de l'écrit. Alors, pour pouvoir documenter et évaluer cette qualité-là, tout à l'heure, je vous disais à quel point que c'est important que la qualité soit élevée, mais on voulait savoir au Québec, qu'en est-il? Alors, on a utilisé un outil de recherche qui s'appelle le ELCO, donc le Early Language and Literacy Classroom Observation, précisément en lien avec la maternelle. Donc, Julie vous en fera une présentation tout à l'heure. Et pour documenter le tout, on a recruté 30 enseignants à l'éducation préscolaire, dont 7 qui étaient en maternelle 4 ans et 23 qui étaient en maternelle 5 ans. Puis ça représente en fait 8 centres de services scolaires dans la région du Grand Montréal là, qui ont été sollicités pour participer au projet de recherche. Donc, Julie vous présentera tout à l'heure ces résultats-là. Ensuite, pour l'objectif 2, on a évalué le niveau d'engagement des enfants dans les situations de développement et d'apprentissage en langage oral et émergence de l'écrit. Donc, notre autre concept d'engagement. Et là, on est allé observer durant l'avant-midi. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de différentes activités qui se sont déroulées durant l'avant-midi. Donc, ça nous a permis d'évaluer le niveau d'engagement des enfants. Pour ce faire, on a utilisé un outil qui s'appelle le InClass. Et cet outil-là permet vraiment d'avoir une lunette sur l'enfant plus précisément en lien avec son engagement envers son enseignante, ses pairs, les activités aussi. Puis, euh, plus précisément, c'est ça qui nous intéressait. On a sollicité au total 150 enfants. Donc, 5 enfants par classe ont été choisis de façon aléatoire, mais on s'est assuré d'avoir une parité garçons et filles. Et ensuite, on est arrivé. Oups, je vais juste. Oups, j'ai dû arrêter mon partage. Attendez un petit peu. Excusez, je m'excuse. Moi, j'ai accroché un bouton. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Donc, on a voulu ensuite examiner les relations sur la qualité de l'environnement éducatif, qui était notre objectif 1, et l'engagement des enfants pour l'objectif 2. Donc, on a réalisé des analyses de régression multiniveau et plus précisément, ce qui nous intéressait, comme on s'intéressait à la relation, on avait des variables de niveau 1, donc on s'intéressait plus précisément à l'enfant, mais on avait aussi une variable de niveau 2 en lien avec les enseignantes, mais tout à l'heure, vous allez mieux comprendre chacun de ces aspects-là. Alors, voici notre méthodologie avec 3 objectifs et avec 2 outils plus précisément et ensuite une analyse. Alors, je passe la parole à Julie. Merci, Annie. Alors, je vais vous présenter un petit peu plus en détail, moi, l'outil qui a été utilisé pour mesurer la qualité de l'environnement éducatif en classe. Et donc, on avait différents domaines et indicateurs là, qui nous permettaient d'évaluer les pratiques enseignantes qui soutenaient le langage oral, mais aussi toutes les activités en lecture et en écriture.
Et donc, l'outil est divisé en 5 grands domaines. Là, je vais vous les présenter très brièvement. Donc, on a les 2 premiers domaines, c'est vraiment la structure générale de la classe, comment la classe est organisée en général, et ensuite le programme éducatif avec certaines dimensions qui sont également observées. Mais ce qui touche plus particulièrement le langage oral, c'est vraiment le troisième domaine qui est l'environnement langagier, où là, on observait les pratiques enseignantes en termes de climat de discussion. Donc, est-ce qu'il y avait, c'était ouvert aux discussions dans la classe? Est-ce que, par exemple, aussi les enfants avaient l'occasion d'avoir des conversations soutenues avec l'enseignante ou entre eux? Est-ce qu'il y avait également des efforts de la part de l'enseignante pour la construction du vocabulaire, donc pour apprendre des mots nouveaux, les utiliser, les réinvestir? Est-ce qu'on faisait aussi des activités de conscience phonologique? Donc ça, c'était vraiment le troisième domaine qu'on observait. Et donc, selon les indicateurs et la qualité des pratiques qui étaient observées, ben, on attribuait un score de 1 à 5, 1 étant très faible et 5 étant des pratiques exemplaires. Dans le cadre des livres et la lecture, ben là, on regardait davantage comment était organisé, par exemple, l'aire de lecture en classe, les caractéristiques des livres, la quantité, la qualité de ces livres-là. Est-ce qu'il y avait des types de livres qui étaient utilisés davantage pour l'apprentissage, comme des livres documentaires? On regardait aussi les approches de l'enseignante par rapport à la lecture des livres et la qualité qui en était faite là, auprès des enfants, par exemple, lors d'une séance de lecture d'histoire. Dans le cas de l'écriture, ben là, on avait le troisième domaine, écrit et écriture émergente, où on s'intéressait à l'environnement général d'écriture émergente en classe. Donc, tout ce qui était mis en place pour que les enfants puissent avoir le goût de faire des tentatives d'écriture, tout le soutien aussi qui était offert aux enfants par l'enseignante pour les encourager là-dedans, et les écrits dans l'environnement, donc les affiches, les étiquettes d'identification, bref, tout l'écrit qui est possible, qui est visible dans la classe. Je veux juste ajouter qu'on avait aussi une liste à cocher de l'environnement physique, c'est-à-dire c'était une liste où on regardait vraiment très en détail la dimension physique de la classe. Donc, on a évalué cet aspect-là aussi, étant donné que c'est une composante importante de l'environnement éducatif. Donc, c'était une liste très, très, très détaillée pour ce qui est de l'environnement physique. Je vous donnerai les résultats un petit peu plus loin. Pour ce qui est des résultats concernant donc l'environnement éducatif et cet outil-là, l'outil ELCO qu'on a utilisé, donc si on y va par domaine, là, le langage oral, on atteignait un niveau de base en moyenne dans les pratiques enseignantes, c'est-à-dire un 3 sur 5 environ. Donc, on constatait qu'effectivement, il y avait un soutien qui était parfois offert aux enfants pour soutenir le développement du langage oral, mais que ce n'était pas nécessairement fait de façon systématique ou avec une très grande fréquence. On observait généralement quand même des conversations en classe, quelques activités pour soutenir le vocabulaire et la conscience phonologique, mais encore là, parfois ça avait lieu et parfois à d'autres moments, ça n'avait pas lieu. Ensuite, pour ce qui est de la dimension de la lecture, ben là aussi, ça atteignait un niveau de base en termes des pratiques enseignantes. Donc, on observait par exemple une séance de lecture d'histoire ou lecture interactive en classe à ce moment-là. Et ce qu'on remarquait, c'est que oui, les livres étaient utilisés dans la classe pour le plaisir, surtout, là, c'était vraiment l'aspect qui était le plus travaillé, et beaucoup moins qu'on utilisait les livres pour les apprentissages, comme par exemple d'utiliser des livres documentaires pour parler d'une thématique qui était en cours dans la classe. Dans le cas de l'écriture, ben là, les pratiques enseignantes étaient davantage d'un niveau faible, c'est-à-dire que les activités qui touchaient l'écriture, qu'elles soient animées par l'enseignante ou spontanément faites par les enfants, étaient beaucoup plus rares. Et lorsqu'on voyait les enfants qui utilisaient l'écriture, c'était davantage pour identifier, par exemple, leurs œuvres, écrire leur nom sur leurs dessins, par exemple, mais il n'y avait pas beaucoup d'utilisation de l'écriture pour d'autres fonctions. Et finalement, pour l'environnement physique, donc avec la liste à cocher qu'on a utilisée, là encore, on est arrivé à un niveau qui était jugé faible selon cet outil-là. Et des exemples de résultats qui ressortaient beaucoup, c'était par exemple que dans l'ère de lecture, bien, il y avait une quantité insuffisante de livres. Donc, par exemple, généralement, on recommande 5 à 8 livres par enfant de disponibles aux enfants, mais parfois, on n'en trouvait qu'un ou deux par enfant dans certaines classes. Et les aires d'écriture, ben là encore, elles étaient plus rarement présentes, donc on ne pouvait pas vraiment là, attribuer un score très élevé parce que c'était une aire d'apprentissage qui était peu souvent mise en œuvre dans les classes. Excuse-moi, Julie, moi Oui. je vois plus mon écran, ça vient d'arrêter. Je vais juste arrêter 2 secondes puis le refaire. Ça m'a fait la même chose que tantôt. Je suis vraiment désolée. Je sais pas, j'ai jamais de souci avec mes Moi, je le présentations. voyais bien, en tout cas. Vous voyez bien? Ok, moi je voyais plus. Euh, Mon écran est devenu noir.
Ce Ah, que là, je... en tout cas, on est à la diapositive, on était rendu. Parfait. Donc, ça va, tu peux passer à la diapositive Ouais. suivante. On vous avait dit également, évidemment, que ce projet-là, il y avait un volet qui était spécifique au langage oral. Ça faisait partie de l'appel de proposition. Alors, dans ce cas-là, on a utilisé un outil très spécifique sur les pratiques éducatives qui soutiennent le langage oral et qui a été utilisé par une étudiante qui était à la maîtrise à ce moment-là. Cet outil-là est rempli à partir de captations vidéo. Donc, on enregistrait dans la classe deux contextes séparés qui duraient environ 20 minutes chacun, soit la lecture d'une histoire par l'enseignante et un autre 20 minutes qui se passait pendant la période des jeux libres. Et à la suite de ça, donc les captations vidéo étaient analysées pour voir la présence et la fréquence de pratiques éducatives qui étaient regroupées en trois grandes catégories. Donc, soit se centrer sur l'enfant, donc pour promouvoir le langage oral, promouvoir justement les conversations entre l'enseignante et les enfants et entre les enfants eux-mêmes, et des pratiques également pour enrichir le langage, donc élaborer le vocabulaire, par exemple reformuler les propos des enfants pour améliorer leur syntaxe. Donc, on a je pense que c'était 27 ou 28 classes qui ont été analysées à la suite des captations vidéo parce que dans certaines classes, on avait malheureusement eu des problématiques techniques. Donc, les résultats sont à la prochaine diapositive. Je vous les donne très globalement. Donc, pour l'ensemble des classes qui avaient été observées. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que ce soit dans le contexte des jeux libres ou pendant la lecture d'une histoire, c'est vraiment les pratiques pour se centrer sur l'enfant qui ressortent le plus souvent. À savoir, donc, que l'enseignante prend le temps de regarder les enfants, de se mettre face à eux, à leur hauteur, d'écouter leurs questions, de répondre à leurs interrogations. Donc, ça, c'est des pratiques qui ressortent assez souvent et dans des études semblables qui ont utilisé le même outil, on arrive à des résultats semblables. On voit que promouvoir les interactions verbales ou promouvoir les conversations, c'est des pratiques qui reviennent moins souvent. Donc, ça veut dire qu'on laisse moins d'espace pour les échanges entre l'enseignante et les enfants ou entre les enfants eux-mêmes, que ce soit en période de jeu libre ou lors d'une lecture d'histoire. Et la pratique qui revient le moins souvent, malheureusement, c'est celle pour enrichir le langage, donc qui permettrait aux enfants de complexifier leur langage oral en participant aux différentes activités de la classe. Et là encore, ces résultats-là font écho à ce que d'autres études ont trouvé, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans les pratiques pour se centrer sur l'enfant, mais on met beaucoup moins en pratique les deux autres qui sont de promouvoir les interactions verbales et d'enrichir le langage des enfants. Maintenant, si je passe à l'engagement des enfants, donc avant de vous présenter les résultats, je vais un petit peu vous expliquer là, le contenu de l'outil dont Annie vous a fait mention tout à l'heure. Donc, ces quatre grands domaines qu'on observait pendant une période de 3 heures environ, là, où on était présent dans la classe. Donc, on observait un enfant à la fois dans ses interactions avec l'enseignante, dans ses interactions avec les pairs, lors de ses activités d'apprentissage, et on regardait aussi s'il y avait lieu les interactions négatives. Donc, lorsqu'on observe l'interaction avec l'enseignante, comme Annie le mentionnait tantôt, l'engagement positif de l'enfant envers l'enseignante se manifeste beaucoup par des indicateurs comme par exemple la proximité de l'enfant avec l'enseignante, donc le fait qu'il se sente à l'aise d'aller la voir, de lui parler, d'échanger des rires, des sourires avec elle. Donc, on sent que l'enfant, il est bien avec son enseignante, qu'il a un attachement sécure et qu'il la recherche, il recherche les interactions avec elle et il essaie de les maintenir dans le temps. On regardait aussi la communication, donc les interactions verbales de l'enfant qui essayait d'amorcer des conversations avec l'enseignante où il y avait plusieurs échanges aller-retour entre l'enfant et son enseignante. Ensuite, dans les interactions avec les pairs, on regardait aussi la sociabilité. Donc, est-ce que l'enfant semblait populaire en fait? Est-ce qu'il était recherché par les autres enfants de la classe qui appréciaient de jouer avec lui, par exemple, qui s'intéressaient à ce qu'il faisait, qui voulaient participer à ses activités? On regardait aussi le volet communication verbale, encore là, les échanges entre les enfants. Donc, est-ce qu'il y avait plusieurs tours de parole là encore? Et l'affirmation de l'enfant. Donc, est-ce qu'il démontrait un leadership positif? Par exemple, un enfant qui organise un jeu dans l'ère de construction. Est-ce que on voyait qu'il prenait en main le projet et donnait des bonnes idées aux autres enfants qui participaient avec lui et qui avaient du plaisir à jouer avec lui? Ensuite, on a regardé l'engagement envers les apprentissages. Donc là, c'est vraiment, donc il y a la dimension de l'engagement. On regarde l'attention soutenue de l'enfant, sa participation active, est-ce qu'il est enthousiaste par rapport à l'activité?
Et on regarde aussi l'autonomie de l'enfant. Donc, est-ce qu'il est capable de prendre en main ses propres apprentissages? Est-ce qu'il fait preuve d'autonomie, a des stratégies pour arriver à résoudre des petits problèmes lorsqu'il en rencontre? Donc, c'était des aspects qu'on regardait pour ce domaine-là. Et finalement, on regardait les interactions négatives où là, on regardait ce qui l'enfant vit certains conflits avec l'enseignante ou avec les pairs ou manifeste, par exemple, des affects négatifs, par exemple, froncer des sourcils ou avoir des gestes d'agression, avoir une violence physique ou verbale. Donc, c'est des éléments qu'on regardait. Et on observait aussi le contrôle comportemental de l'enfant. Est-ce qu'il répond bien aux attentes selon le contexte? Donc, c'est selon ce qui est attendu de lui. Est-ce qu'il fait preuve de patience, par exemple, quand il doit attendre son tour? Donc maintenant, pour les résultats, ce qu'on peut regarder, donc si on regarde d'abord les interactions avec l'enseignante, on voit qu'elles sont d'un niveau faible. Donc on était à une moyenne de 2,43 sur 7, ce qui est considéré comme un niveau faible par l'outil une classe. Donc ça nous indique en fait que l'enfant avait peu d'interactions avec l'enseignante lorsqu'il était observé, peu d'échanges conversationnels avec elle également. On a constaté un niveau faible moyen dans les interactions avec les pairs, donc on est à 2,82. Là, on approche du 3, là, donc on considère ça comme étant un niveau faible moyen. Où là, ben, il y avait quand même un petit peu plus d'interaction de l'enfant avec ses pairs dans les différents contextes d'apprentissage qu'on observait au cours de l'avant-midi. Mais quand même, ça demeurait vraiment un niveau moyen, mais assez faible. L'engagement vers les apprentissages est d'un niveau moyen, donc on le voit, là, on est à un score de 4,49 sur 7, ce qui démontre que l'enfant est généralement bien engagé lors de ses activités d'apprentissage et donc il a de l'intérêt par rapport aux activités qui lui sont proposées en classe. Et les interactions négatives demeurent à un faible niveau. Dans ce cas-ci, c'est vraiment ce qui est souhaité. On est content d'avoir un si faible niveau. Ça veut dire qu'il y a peu d'interactions négatives qui sont observées en classe. Donc, c'est ce qui est souhaitable. Ces résultats-là font écho à des résultats de d'autres études, c'est-à-dire les scores que nous, on a obtenus en moyenne pour nos 30 classes visitées, surtout nos 150 enfants observés, c'est vraiment cohérent avec d'autres études qui ont été faites avec l'outil une classe, donc qui arrivent à des résultats, des niveaux à peu près semblables. Maintenant, on avait un troisième objectif, souvenez-vous, on voulait voir si la qualité de l'environnement éducatif, donc les pratiques que l'enseignante mettait en place pour soutenir le langage oral, la lecture et l'écriture, est-ce qu'il y avait un lien avec le niveau d'engagement des enfants? Et en fait, donc c'est le résultat d'analyse complexe, là, je vous les épargne, mais on n'a trouvé aucune association significative entre les scores de l'environnement éducatif et les scores de l'engagement des enfants. C'est dire en fait que, on constate pas que si les pratiques enseignantes sont de très bonne qualité, ben, l'engagement des enfants va être plus élevé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'association entre ces variables-là. Il est fort possible que ce soit, par exemple, une des hypothèses émises, c'est un manque de puissance statistique. Donc, quoi que ça puisse sembler un nombre assez important, 30 classes, 150 enfants, il est fort possible qu'on aurait trouvé des associations significatives si on avait eu la chance d'aller dans une centaine de classes et avec beaucoup plus d'enfants. Mais donc, ce n'était pas une possibilité dans le cadre de ce projet de recherche-là. Par contre, on a trouvé certaines variables intéressantes qui étaient vraiment associées à l'engagement des enfants. Par exemple, l'indice de milieu socio-économique. Donc, ce qu'on voyait, c'est que plus l'enfant était en fait, les enfants qui étaient dans des milieux plus défavorisés étaient plus engagés envers leur enseignant. Donc, ça, c'est quand même un résultat intéressant. Le nombre d'enfants par classe aussi jouait sur les interactions avec les pairs et les interactions négatives, c'est-à-dire que plus il y avait d'enfants dans un groupe, parce qu'on est allé voir des classes, parfois il y avait 9 ou 10 enfants et d'autres classes, il y en avait 19. Donc, plus il y avait d'enfants dans une classe, mais plus il y a de possibilités d'interagir avec d'autres enfants, on peut le comprendre, et aussi de vivre des petits conflits de temps en temps. Une autre variable qui s'est avérée significative, c'est l'âge des enfants. Donc, l'âge par rapport à l'engagement dans les activités d'apprentissage, c'est dire que l'enfant qui avance en âge devient plus mature et devient plus engagé envers les activités en se montrant plus attentif, persévérant et en démontrant plus d'autonomie lors des activités d'apprentissage. Maintenant, pour ce qui est des retombées du projet de recherche, là, donc pour les milieux utilisateurs, entre autres, bien, la richesse de ce projet-là, c'est d'avoir vraiment fait un portrait de ce qui se passait actuellement dans les classes de maternelle 4 ans et 5 ans en contexte naturel. On dit contexte naturel parce qu'on demandait vraiment aux enseignantes, quand on venait les voir en classe, que ce soit une journée typique, vraiment les activités qu'elles font habituellement dans leur classe.
Et donc, le fait d'utiliser aussi des outils comme le ELCO et l'INCLAS, qui sont des outils validés dans d'autres recherches, bien, ça nous apporte une certaine rigueur et ça nous permet aussi de pouvoir comparer nos résultats avec ceux d'autres études plus facilement. Bien sûr, pour les pratiques enseignantes, bien, les résultats de la recherche vont pouvoir être intégrés dans la formation initiale et continue. Donc, les pratiques de qualité qu'on souhaiterait mettre en place, ben, il faut déjà les montrer dès la formation initiale aux futurs enseignants et après ça aux enseignants en exercice. Les retombées aussi qui sont importantes, c'est qu'on voit toute l'importance de privilégier les interactions des enfants avec l'enseignante et avec leur père. Donc, vu les faibles niveaux observés, on sent qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour rehausser la qualité des pratiques enseignantes. Pour ce qui est de la mobilisation des connaissances, bien, on sait que dans le programme cycle de l'éducation préscolaire, hein, il y a une orientation qui est importante et qui est le jeu à l'éducation préscolaire. Et on le sentait dans nos résultats de recherche parce qu'on tenait compte quand même dans nos analyses des contextes d'apprentissage qu'on avait observés. Et ce dont on se rendait compte, c'est que pendant les jeux libres, il y avait quand même un rehaussement du niveau d'engagement des enfants, surtout avec leur père. On peut s'en douter, ils ont plus d'interactions avec eux, mais ça va donc vraiment nous permettre de remettre en lumière l'importance de cette orientation-là du jeu dans le programme cycle. Mais pour ce qui est des politiques et orientations, c'est quand même une recherche qui fait suite à un autre projet de recherche qu'Annie avait déjà mené en maternelle 4 ans, où il y avait eu des niveaux de qualité aussi qui étaient plutôt bas là, avec l'outil ELCO. Et donc, ça pose vraiment la question, comment se fait-il qu'on a des pratiques enseignantes qui n'atteignent pas des niveaux de qualité suffisants pour soutenir le développement global des enfants? Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir au niveau des politiques et orientations en termes de la formation initiale et continue spécifique à l'éducation préscolaire. On sait à quel point c'est une toute petite partie du baccalauréat en éducation préscolaire primaire. Donc, ce que les personnes enseignantes ne connaissent pas, elles ne peuvent pas mettre en application. Donc, il y a vraiment un levier ici à mettre en application. Et ce qui est intéressant aussi dans nos résultats, c'est que l'engagement des enfants, c'est vraiment une nouvelle perspective. On s'est beaucoup intéressé aux pratiques enseignantes dans les études, mais là, cette fois-ci, on voulait aussi s'intéresser à l'expérience individuelle des enfants et ça nous a amené des résultats qui vont nourrir nos pratiques éducatives à mettre en place autrement en s'intéressant beaucoup à l'expérience des enfants en classe. En termes d'applicabilité, il y a un premier volet qui est dans les interventions des enseignantes et une question qui a été soulevée, c'est comment soutenir l'engagement des enfants, mais dans les différents contextes d'apprentissage. Donc, par exemple, dans les jeux libres, on le sait, c'est un contexte d'engagement qui est privilégié pour l'engagement globalement est plus élevé chez les enfants pendant les jeux libres. Et on sait à quel point la présence de l'enseignante et son soutien peuvent aussi rehausser l'engagement des enfants envers l'enseignante notamment. Donc, c'est quelque chose sur lequel on souhaite travailler dans les prochaines années. Pour les activités dirigées, ce qu'on constate, ben, c'est qu'en fait, comme les enfants ont tendance à être moins engagés, surtout envers leur père pendant les activités qui sont dirigées, contrôlées par l'enseignant, peut-être limiter le temps accordé à ces activités-là et lorsqu'elles ont lieu, favoriser par exemple les interactions entre les enfants en les plaçant en petits dyades ou en petits groupes, justement pour qu'ils puissent échanger davantage entre eux. Puis dans le cas des ateliers qu'on voit souvent à l'éducation préscolaire, bien, il importe vraiment de continuer à susciter l'intérêt et l'exploration active des enfants. On sait que ça nourrit leur engagement. Privilégier aussi des tâches collaboratives pour favoriser les interactions entre les pairs, puis offrir de la rétroaction par l'enseignante pour rehausser aussi le niveau d'engagement des enfants envers l'enseignante pendant les ateliers d'apprentissage. Alors, on serait maintenant rendu Oh, tu n'avais pas fini, Julie, excuse-moi. Je pense que c'est la dernière pour les applicabilités. Après, c'est ton tour. Donc, en termes de programme et politique, en fait, nos résultats de recherche, je pense qu'ils sont vraiment cohérents avec la stratégie 0-8 ans et le programme cycle de l'éducation préscolaire. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais de maintenir cette orientation-là sur le jeu, donc vraiment de promouvoir là, un apprentissage par le jeu puisque l'engagement des enfants est plus élevé et de travailler peut-être un petit peu la résistance qu'on constate dans les milieux à mettre en œuvre, par exemple, 2 périodes de jeu libre par jour. Donc, on pourrait travailler là-dessus. En termes de motivation, c'est un terme qui revient souvent dans la stratégie 0-8 ans et dans le programme cycle. C'est important, nos résultats démontrent qu'il faut vraiment nourrir l'intérêt davantage là, pour la lecture chez les enfants, promouvoir l'égalité des chances en s'assurant qu'ils soient tous engagés de façon équitable en classe et vraiment considérer là,
au regard de l'engagement, que l'enfant est le premier agent de son développement. En termes de formation, ben, on en a parlé un petit peu de l'importance de rehausser là, l'éducation préscolaire au sein des formations initiales et continues pour soutenir des pratiques éducatives de qualité, développer l'expertise des enseignantes et puis nécessairement tout cela va passer par une bonification de la formation initiale et continue. Merci, Julie. Alors, on en serait venu à vous présenter maintenant les pistes de solutions qu'on souhaite au terme de ce projet-là. Alors, les pistes de solutions vont être séparées selon cinq grandes catégories de personnes. Alors, on va commencer par la première pour les décideurs et les décideuses. Donc, qui nous avons inclus dans cet appel-là vraiment le ministère de l'Éducation, parce qu'on sait que le ministère de l'Éducation a un rôle à jouer en termes d'élaboration des programmes, notamment le nouveau programme cycle de l'éducation préscolaire, mais aussi peut échanger avec le ministère pour l'enseignement supérieur aussi, pour nos programmes et tout en formation initiale et continue à l'université. Donc, pour les décideurs et les décideuses, le fait d'avoir fait ce projet de recherche-là, ben, c'est bien entendu que ça a permis d'apporter des nouvelles connaissances scientifiques au regard de la qualité de l'environnement physique et interactif. Donc, comme je vous mentionnais tout à l'heure, c'est super important parce que ce qu'on souhaite, c'est que la qualité soit au rendez-vous parce que cette qualité-là va contribuer à bien soutenir le développement et les apprentissages des enfants. Ensuite, bien entendu, plus précisément en lien avec notre autre concept qui était le concept relié à l'engagement des enfants de 4 à 6 ans, bien, ça apportait aussi des nouvelles connaissances scientifiques. Comme Julie vous a mentionné, on s'est intéressé notamment à toutes les activités qui se sont déroulées durant l'avant-midi, mais on a aussi porté notre regard plus précisément lorsque c'était les jeux libres ou la lecture ou le moment de lecture finalement. Donc, ça amène aussi des nouvelles connaissances au regard du fait que lorsque, par exemple, on est en contexte de jeu libre, bien, les enfants s'engagent relativement bien avec leur père, s'engagent aussi bien dans le jeu qu'ils ont décidé de jouer avec leurs amis également. Euh, Julie vous a présenté quand même très bien, je trouve, les deux outils, le ELCO et le InClass. Donc, pour des décideurs, de connaître des nouveaux outils d'observation qui sont rigoureux, qui sont normalisés notamment en lien avec la tranche d'âge qui nous intéressait à l'éducation préscolaire. Puis ces outils-là, par contre, ça nous a permis de découvrir que la qualité, ben, elle est plutôt faible pour certains éléments ou de base. Le de base, c'est souvent ce qu'on apprend à l'université, mais peut-être pas plus. Donc, ce qu'on souhaiterait, en fait, c'est de pouvoir rehausser cette qualité-là en termes autant de l'environnement physique et interactif, mais aussi de l'engagement des enfants. Puis, on souhaite ben, que ça puisse se rendre au ministère, puis que le ministère réalise que c'est important qu'on bonifie la formation initiale au regard de l'éducation préscolaire, puis qu'on fasse la même chose en ce qui concerne le développement professionnel des enseignants qui sont déjà en exercice, donc de contribuer à leur formation continue. Donc, ça, c'était pour les décideurs et les décideuses. Maintenant, pour les gestionnaires. Donc, les gestionnaires, on rentre plusieurs personnes là-dedans. On rentre notamment les directeurs de programmes de formation à l'université, les directions de centres de services scolaires, les directions des écoles primaires aussi, parce qu'on sait que tous ces gens-là, bon, bien sûr, ils sont gestionnaires, mais ils ont vraiment un rôle décisif dans les pratiques des enseignantes en classe. Donc, pour ce qui est du programme universitaire, bien, on le dit souvent, mais on pense qu'on devrait améliorer l'offre de formation, notamment en lien plus précisément avec l'éducation préscolaire, parce qu'on sait que c'est un bac de 4 ans, éducation préscolaire et enseignement primaire, mais dans ce 4 ans d'études-là, il y a quand même peu de cours et souvent qu'un seul stage à l'éducation préscolaire. Ensuite, bien, on aimerait pouvoir aussi offrir des programmes de deuxième cycle à des enseignants qui sont à l'éducation préscolaire, au contraire, lorsqu'ils étaient en formation initiale, sont sur le terrain, réalisent les besoins qu'ils ont pour pouvoir ensuite parfaire leur formation. Donc, d'offrir ce genre de programme de deuxième cycle-là qui pourrait être des DESS ou des programmes courts, donc des programmes qui sont axés beaucoup sur la théorie pratique. Ensuite, pour les centres de services scolaires, bon, notamment plus précisément pour les services éducatifs, bien, on souhaite que ces gens-là investissent dans le développement professionnel des enseignants de l'éducation préscolaire. Et là, lorsqu'on parle de développement professionnel, bien, que ce ne soit pas seulement des formations ponctuelles, mais plutôt des groupes de communautés d'apprentissage où les enseignants vont pouvoir être formés, mais aussi accompagnés en classe parce qu'on réalise, puis les recherches le démontrent, que c'est comme ça que les enseignants apportent un changement à leur pratique. Puis, bien entendu, bien, comme on
comme Julie l'a mentionné tout à l'heure, on s'est quand même intéressé grandement, par exemple, au coin lecture pour voir de quoi il était constitué. Puis on réalise qu'il faudra un budget davantage dédié à l'achat de livres parce que les bibliothèques étaient souvent, il y avait souvent peu de livres ou les livres n'étaient pas toujours de qualité. Mais pour ce qui est du coin écriture, on mentionnait aussi qu'il faudrait avoir plus de matériel écrit, plus de matériel d'écriture et en général dans la classe qu'il y ait plus de jeux, notamment des jeux pour soutenir le langage oral et écrit. Ensuite, on arrive pour les personnes qui interviennent en formation initiale et continue. Donc là, vous comprenez bien, c'est les professeurs, les chargés de cours, les superviseurs de stage, les conseillers pédagogiques dans les centres de services scolaires. Donc, de pouvoir diffuser ces résultats-là auprès des personnes qui interviennent auprès des futurs enseignants ou des enseignants en exercice. Donc, juste le fait d'écouter aujourd'hui cette présentation-là des résultats pourrait aider certaines personnes à bonifier leur pratique. De toujours accorder beaucoup d'importance à l'enseignement des fondements, des connaissances théoriques et des approches pédagogiques, puis de tout relier ça ensemble. Pourquoi on fait telle pratique? Parce qu'on sait que ce fondement-là, par exemple, est important à l'éducation préscolaire. Et on sait qu'on a des fondements précis à l'éducation préscolaire. D'avoir un soutien en accompagnement en classe lors des stages et lors de l'insertion professionnelle, parce que c'est là que les enseignants et les futurs enseignants mettent en pratique ce qu'ils ont appris, mais c'est important d'avoir de la rétroaction régulièrement, puis de la rétroaction rapide et concrète pour pouvoir s'améliorer, bien entendu. Puis, bien entendu, bien, aussi d'avoir des pistes pour maintenir l'enfant engagé dans ses apprentissages, notamment en langage oral et écrit, mais ça ne vient pas tout seul, cet engagement-là. Donc, si on sait exactement comment faire pour engager l'enfant auprès de ses pairs, de l'enseignant, de ses activités, ça pourrait être grandement aidant. Plus précisément, pour les enseignants qui sont déjà en contexte d'éducation préscolaire, bien, de poursuivre le développement de leurs connaissances pour améliorer, bonifier leurs pratiques pour que ces pratiques-là deviennent de qualité. D'accorder aussi beaucoup d'importance aux jeux libres. Notre programme SIG nous propose pas, mais nous demande de faire 2 périodes de jeux libres par jour de 45 à 60 minutes. Donc, d'encourager ces jeux libres-là et de surtout privilégier aussi des activités plutôt en petits groupes. Parce que les activités en petits groupes, ça permet souvent plus de rehausser. Julien en a parlé tout à l'heure avec les ateliers. Offrir aussi un étayage de l'enseignante pour soutenir l'engagement des enfants en classe et hors classe. Donc, c'est important que ce soit une activité dirigée ou les jeux libres ou des ateliers. L'enseignante doit toujours être présente pour soutenir les enfants. Et bien entendu, bien, pour leur formation continue, de notre côté, on s'engage à écrire des articles professionnels, à faire des présentations qui leur est accessibles pour que les enseignantes puissent se nourrir de nos projets de recherche avec des écrits qui sont davantage vulgarisés pour elles. Et enfin, mais pour les futurs enseignants, bien, on souhaite que ces résultats-là soient présentés dans les cours pour qu'ils comprennent d'où ça vient, pourquoi c'est important, puis qu'ils puissent les appliquer ensuite dans leur stage. Ça permet aussi de mobiliser des connaissances sur l'environnement éducatif en matière de langage oral et écrit. Ça va leur permettre de développer des interventions de qualité parce qu'on leur présente le tout à l'université, puis ensuite qu'ils puissent le réinvestir dans leur stage ou dans la suppléance qu'ils ont la chance de faire souvent durant leur parcours universitaire, puis en début de carrière. Et aussi, bien sûr, de pouvoir déployer des pratiques qui favorisent l'engagement des enfants en classe. Notamment, avec Julie, on a rédigé un chapitre sur le sujet et on pense que ce livre-là sera lu par des futurs enseignants. Donc, ça pourrait beaucoup les nourrir sur comment engager les enfants dans leur développement et leurs apprentissages. Donc, en gros, je vois que le temps file, là. Julie en a parlé tout à l'heure, ça confirme notre étude de maternelle 4 ans. On souhaite mettre en place des formations initiales, continues de développement professionnel pour pouvoir rehausser cette qualité-là. Parce qu'on sait que l'engagement, bien, ça favorise la réussite éducative des enfants présentes et ultérieures. Puis ensuite aussi, bien sûr, comme je le mentionnais tout à l'heure, pouvoir transférer notre savoir scientifique, mais en savoir expérientiel pour que ça puisse vraiment servir sur le terrain. Puis à l'université, bien, grâce à nos projets, on en vient à ce que les universités acceptent maintenant que les étudiants fassent plus seulement qu'un stage à l'éducation préscolaire, mais par exemple, à l'UQAM, ils auront la chance de faire aussi en quatrième année, ils pourront aussi faire le choix de faire un deuxième stage à l'éducation préscolaire. On arrive à la fin avec nos limites, Julie. Il nous reste quelques minutes à peine. Oh, oui. Je vais aller très rapidement. Donc, une des limites, comme je vous disais tout à l'heure, autant on essaie d'aller chercher des milieux très, très diversifiés. Là, on disait tantôt dans la grande région de Montréal, mais on est allé en région quand même assez éloignée aussi. Donc, on avait un beau bassin. Mais ça aurait été intéressant d'observer plus de classes et plus d'enfants par classe également, mais ça demande des ressources humaines assez importantes, là, les observatrices devant être certifiées.
Ça demande vraiment beaucoup d'assistants de recherche et on sait que ce n'est pas facile d'en trouver. Donc, pour les futures recherches, bien entendu, pour répondre aux besoins de formation, des recherches de participatives pourraient être vraiment intéressantes. Et pour avancer les connaissances un petit peu plus, là, vraiment aller étudier nos variables sur lesquelles auxquelles on s'était intéressé, mais en isolant les contextes d'apprentissage, donc, par exemple en allant observer seulement pendant les jeux libres ou seulement pendant les activités dirigées pour voir vraiment les fluctuations observables. Et ce serait intéressant aussi d'avoir une étude longitudinale pour comprendre l'évolution de l'engagement parce qu'il doit être différent. On l'a vu, c'est une variable qui était importante. L'âge de l'enfant permettait de différencier l'engagement. Donc, s'intéresser du début de la maternelle 4 ans, par exemple, jusqu'à la fin de la maternelle 5 ans, ça pourrait être vraiment une piste très intéressante. Alors voilà, je pense que on a terminé. Voici nos références pour les gens qui voudraient aller un peu plus loin. Puis on remercie vraiment les 8 centres de services scolaires, comme disait Julie, là, de Montréal, mais un peu plus loin aussi. On en avait un peu plus éloigné. Les enseignants qui ont accepté de participer à notre projet, les parents qui ont accepté que leurs enfants participent au projet, les enfants puis les auxiliaires de recherche qui ont participé aussi au projet. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux pour la présentation et merci à tout le monde pour les belles questions. Donc, on va poursuivre. Donc, nous aurons maintenant la chance d'entendre Monica Boudreau de l'Université du Québec à Rimouski. Elle nous présente la recherche intitulée Former et accompagner les enseignantes et les parents d'enfants de maternelle 4 et 5 ans pour dégager les conditions à mettre en place en classe et à la maison afin de favoriser l'éveil à la lecture et à l'écriture. Donc, je vous la présente très brièvement. Donc, Monica Boudreau est professeure en éducation préscolaire à l'UQAR et détient un doctorat en psychopédagogie de l'Université de Laval. Ses recherches portent notamment sur l'émergence de l'écrit, la littératie familiale, les pratiques enseignantes et la littérature jeunesse. Elle travaille régulièrement en collaboration avec des enseignantes maternelles de maternelle 4 ans et 5 ans dans le cadre des projets de recherche. Elle a co-dirigé l'ouvrage L'éducation préscolaire au Québec, fondements théoriques et pédagogiques, publié en 2021 aux presses de l'Université du Québec. Et elle est membre de l'équipe Formée Presco. Elle est accompagnée de 2 membres de son équipe aujourd'hui. Donc, nous avons avec nous Julie Mélençon et Marie-Hélène Hébert. Donc, je vous invite à présenter les résultats de votre recherche pour les 30 prochaines minutes. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui pour cette activité de transfert de connaissances. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de 2 co-chercheuses, donc Julie et Marie-Hélène. Donc, tout au long de la présentation, elles vont prendre le relais à certains moments. Ce projet de recherche a également été mené avec notre collègue Isabelle Baudouin, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais on tenait à souligner son apport important dans le cadre de ce projet de recherche. Donc, notre recherche s'intitule Former et accompagner les enseignantes et les parents d'enfants de maternelle 4 ans et 5 ans pour dégager des conditions à mettre en place en classe et à la maison afin de favoriser l'éveil à la lecture et à l'écriture. Alors, pour faire un lien aussi avec l'appel de proposition, là, juste pour faire une brève mise en contexte, alors nous, notre projet s'inscrivait dans l'axe 2, littératie en contexte préscolaire, et on souhaitait répondre aux besoins d'eux. Donc, quelles sont les conditions à mettre en place pour favoriser la réussite des premiers apprentissages en lecture chez les enfants de 4 à 6 ans? Donc, nous aussi, c'est une structure de présentation assez classique. Donc, présentation du contexte et des objectifs de la recherche, résultats et retombées, pistes de solutions et enfin les limites et les pistes de recherche. Tout d'abord, une brève présentation de la problématique, mais si vous voulez en connaître davantage, je vous invite à aller consulter là, le rapport. Donc, les pratiques reconnues efficaces pour favoriser l'émergence de la lecture et de l'écriture des enfants d'âge préscolaire sont connues. Elles ont été largement documentées. On pense entre autres à l'importance de mettre l'enfant dans un bain d'écrit, donc dans un environnement propice là, à l'exploration de la lecture et de l'écriture dans des contextes variés et authentiques. Annie parlait un peu plus tôt aussi là, de l'importance de la qualité de l'environnement, donc l'environnement physique, l'environnement interactif. Donc, nous ici, ça a été une préoccupation dans le cadre de notre projet de recherche. Là, Julie pourra y revenir un peu plus tard dans la présentation des résultats. Alors, bien que
ces pratiques soient connues. Elles ne trouvent pas toujours écho dans les interventions éducatives des enseignantes et des parents, ce qui est plutôt préoccupant. Mais la bonne nouvelle, c'est que des recherches ont montré que les enseignantes et les parents peuvent parvenir à modifier leurs pratiques lorsqu'ils sont accompagnés là, dans un dispositif de formation. Alors, pour nous, il était tout indiqué justement d'aller vers cette voie, d'élaborer un dispositif de formation et d'accompagnement. Et c'était justement l'objectif général de notre projet, qui était d'élaborer et d'expérimenter un dispositif de formation et d'accompagnement sur l'émergence de la lecture et de l'écriture et d'en vérifier les effets sur la qualité des pratiques des enseignantes et des parents, ainsi que sur les compétences en littératie des enfants de maternelle 4 ans et 5 ans. Dans le cadre de notre projet, évidemment, pour nous, c'est important de travailler dans une approche écosystémique, donc les parents étaient vraiment des acteurs importants. Il y avait aussi, dans le cadre de notre projet, des objectifs spécifiques qui sont au nombre de 4. On va y revenir dans la section résultats, donc on va prendre le temps vraiment de vous les présenter de façon un peu plus détaillée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais tout d'abord préciser que nous, on avait un devis quasi expérimental dans le cadre de cette recherche. Donc, nous avions un groupe expérimental et un groupe témoin. La composition du groupe est la suivante. Donc, dans le groupe expérimental, il y avait 5 enseignantes de maternelle 4 ans et 6 enseignantes de maternelle 5 ans. La même chose du côté du groupe témoin. Pour ce qui est des enfants, il y en avait 47 enfants de classe de maternelle 4 ans, 88 de maternelle 5 ans. À peu près sensiblement la même chose du côté du groupe témoin. Et pour ce qui est des parents, il y en avait 46 de maternelle 4 ans et 85 de maternelle 5 ans du côté du groupe expérimental et 51 du côté de maternelle 4 ans pour le GT et 85 parents d'enfants de 5 ans pour le GT. Alors, au total, ça faisait vraiment beaucoup de personnes, donc 22 enseignantes, 271 enfants et 267 parents. Donc, c'était un projet là, qui était quand même titanesque là, avec un groupe expérimental et un groupe témoin. Je tenais aussi à mentionner que les 2 centres de services scolaires qui ont été approchés et qui ont accepté de participer à notre projet là, proviennent de la région de Chaudière-Appalaches. Donc, si je poursuis maintenant avec la collecte de données, eh bien, il y a eu une collecte de données auprès des enseignantes, des parents et des enfants du groupe expérimental et du groupe témoin. Donc, du mois de septembre jusqu'au mois d'octobre, bien, nos assistantes de recherche ont rencontré tous ces participants. Les participants en fonction là, de leur groupe, donc enseignantes, parents et enfants, avaient des outils bien précis. Donc, on va y revenir dans quelques minutes. Et à la fin du projet, une fois terminé, donc à partir du mois de mai jusqu'au mois de juin, eh bien, il y a eu un post-test avec les mêmes outils. Il faut savoir que le dispositif de formation et d'accompagnement a été implanté à la fin du mois d'octobre jusqu'à peu près au début du mois de mai, donc pour une période d'environ 7 mois auprès du groupe expérimental et que les enseignantes du groupe témoin, elles continuaient là, de faire ce qu'elles faisaient habituellement. Si on regarde maintenant les outils pour les enseignantes, les parents et les enfants, j'en nomme seulement quelques-uns, là, tout est dans le rapport. Pour les enseignantes, nous avons évalué la qualité de l'environnement physique de la classe à l'aide de la liste à cocher ELCO, mais également à l'aide d'une grille beaucoup plus fine là, de Dubois notamment. Nous avons également évalué la qualité de leurs pratiques associées à l'éveil à la lecture et à l'écriture, donc un questionnaire autodéclaré. On a fait également un entretien semi-dirigé avec toutes les enseignantes au pré-test et au post-test. Pour ce qui est des parents maintenant, nous avons évalué la qualité des interventions en lien avec l'éveil à la lecture et à l'écriture, donc un questionnaire autodéclaré en pré-test et au post-test pour les 2 groupes, donc les 2 conditions, expérimentales et témoins. Et pour les enfants, eh bien, nous avons évaluer les différentes composantes de l'émergence de l'écrit, notamment la connaissance des lettres, le nom et le son des lettres, majuscules, minuscules, conscience phonologique, les inférences, inférences lexicales, clarté cognitive et écriture provisoire. Donc, grosso modo, là, ce sont les outils que nous avons utilisés là, dans le cadre du projet, mais Julie, dans la section résultats, pourra vous en parler davantage. Maintenant, la section dédiée aux résultats, donc les principaux résultats, et nous parlerons également de quelques retombées.
Donc, le premier objectif spécifique visait à élaborer un dispositif de formation et d'accompagnement en lien avec l'éveil à la lecture et à l'écriture et l'expérimenter auprès d'enseignantes et de parents. Donc, nous, on avait deux volets. Le premier était dédié aux enseignantes, donc des activités de formation et d'accompagnement. Et pour les parents, il y avait un programme de littératie familiale qui était destiné aux parents, mais également aux enfants. Donc, pour les enseignantes, il y avait 4 formations. Donc, 4 formations qui ont été élaborées par l'équipe de recherche, dont 3 d'une journée chacune en présentiel et une autre formation sous la forme d'une capsule vidéo en ligne qui était disponible et qui durait environ 45 minutes. Donc, la première formation portait essentiellement sur l'aménagement, donc mettre l'enfant dans un bain d'écrit, les qualités là, associées à un coin lecture de qualité, des critères, pardon, associés à un coin lecture de qualité, écriture, jeux symboliques, donc l'écrit dans les jeux symboliques, les écrits environnementaux. La formation 2 et la formation 3, quant à elle, portaient sur des contextes polyvalents et authentiques pour favoriser l'éveil à la lecture et à l'écriture. On pense à l'importance du message du jour, dictée à l'adulte, lecture interactive de documentaires, aussi conscience phonologique, les lettres de l'alphabet, lecture interactive aussi d'albums narratifs. C'était des sujets là, qui étaient abordés au cours des formations 2 et 3. Quant à la dernière formation, elle portait sur les orthographes approchées et les inférences. Dans le fond, pour vous donner un petit aperçu du déroulement des formations, c'était vraiment très convivial, c'était assez familial aussi. Donc, on a très rapidement créé des liens avec les enseignantes là, qui participaient à notre projet. Donc, en gros, les formules qui étaient retenues là, pour la formation, c'est des contenus théoriques, mais vraiment abordés de façon interactive, des suggestions d'activités à mettre en place en classe, des moments d'échange, des moments de partage, des moments de co-construction aussi. Donc, les enseignantes étaient invitées là, à travailler ensemble. Il y avait toujours des moments prévus pendant la journée, surtout les journées là, entière là, qui était dédiée à une journée de formation, eh bien là, vraiment, on variait les types de regroupements. Donc, c'était vraiment très apprécié comme type de formation. Et à titre d'exemple, je pourrais vous expliquer que, par exemple, la formation 1, qui portait sur l'aménagement de la classe, notamment sur le coin lecture. Donc, on les amenait à réfléchir, d'après vous, quels sont des critères de qualité qu'on devrait observer dans un coin lecture? À quoi ressemble le vôtre? Quelles sont ses forces? Quels sont les points améliorés? Donc, souvent, on partait aussi avec des défis. On revenait avec la prochaine, la formation suivante, on revenait avec le défi que les enseignantes s'étaient lancé ou donné. Donc, c'était vraiment très intéressant là, comme type de formation. Pour ce qui est des parents maintenant, eh bien, il y avait 4 ateliers. Les 3 premiers ateliers les 2 premiers ateliers, pardon, étaient en présentiel en formule sous un format de 60 minutes à l'école des enfants. Donc, il y avait un service de garde aussi qui était offert aux parents pour leur permettre, là, parfois la gestion familiale est un peu compliquée. Donc, ça permettait à toute la famille de venir à la formation. Donc, les enfants étaient pris en charge par des assistantes de recherche et les parents pouvaient assister là, à l'atelier. Donc, l'atelier 1, évidemment, visait à présenter l'équipe de recherche, c'était quoi la recherche. Les parents ont rempli un premier questionnaire lors de cette rencontre et on a aussi partagé les trousses littéraires. Donc, on leur a montré comment fonctionnaient les trousses qui allaient justement là, graviter entre l'école et la maison pendant 7 mois. Donc, ils pouvaient les manipuler, nous poser des questions, etc. Lors de la deuxième rencontre, eh bien, les parents ont pu assister à une modélisation d'une lecture interactive qui a été faite par notre assistante de recherche, Hélène Baudry, qui a été responsable de la collecte de données aussi là, dans le cadre de ce projet-là. Donc, on tient à la remercier. Donc, lors de cette rencontre, les enfants étaient invités. Alors, vous en voyez là, sur la photographie. Donc, on voit Hélène qui est en train de présenter le livre et qui pose des questions aux enfants, les enfants qui lèvent la main, etc. Donc, c'était vraiment intéressant. C'était très interactif. C'était un atelier qui a été très, très apprécié. Donc, modélisation d'une lecture interactive. On faisait aussi un retour sur les coups de cœur parce que les parents avaient eu la chance d'avoir quelques trousses du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. S'il y avait encore un peu de difficulté au niveau de la gestion, on en profitait pour répondre à leurs questions. Et les parents quittaient avec
du matériel là, que je vous présenterai dans quelques minutes. Pour l'atelier 3, maintenant, c'est une capsule asynchrone. Donc, au mois de février, les parents étaient invités à écouter cette capsule-là qui portait sur l'écriture. Donc, l'écriture dans la vie de tous les jours, au quotidien, avec notre enfant. Donc, c'était l'objet du troisième atelier. Et le dernier, c'est un bilan du projet Les 1000 et un plaisir de lire avec toi. Et puis, donc, c'est à ce moment-là que les parents ont rempli le questionnaire pour le volet post-test. Et on en a profité également pour partager de la documentation, des feuillets avec les parents pour maintenir cet intérêt-là envers la lecture et l'écriture au quotidien, donc en faisant différentes activités pendant l'été. Voici donc les 21 trousses littéraires qui ont circulé pendant 7 mois dans les familles. Donc, elles ont été conçues par l'équipe de recherche. Et puis, nous avons eu le souci, dans le cadre de l'élaboration de ces trousses-là, d'utiliser différents ouvrages, donc des récits, des documentaires, des abécédaires, des livres-jeux. Euh, Présentement, nos trousses sont disponibles sur le site Le Lumier. Donc, en bas à droite, là, vous voyez peut-être le lien. Moi, j'ai ma barre Zoom, donc je ne vois pas grand-chose. Donc, présentement, le site est en refonte. Donc, d'ici la fin de la semaine ou voire la semaine prochaine, vous aurez accès aux trousses. Il y en a une dizaine maintenant de disponibles, mais nous sommes encore dans l'attente de certaines maisons d'édition pour pouvoir déposer quelques trousses. Donc, restez à l'affût, là, donc, parce que le site sera nourri au cours des prochaines semaines. Donc, voici rapidement, je vois que le temps file et je veux laisser la parole à Julie et à Marie-Hélène. Donc, voici rapidement le contenu d'une trousse littéraire. Elles étaient toutes différentes. C'est sûr qu'il y avait quand même là, une certaine constance là, par rapport à certains éléments, j'y reviendrai, mais elles étaient différentes en termes d'activité parce qu'on voulait d'une trousse à l'autre essayer de toucher à toutes les composantes de l'éveil à la lecture et à l'écriture. Donc, il y avait toujours un feuillet d'accompagnement. Donc, toutes les trousses avaient un feuillet. Donc, dans ce feuillet-là, il y avait des interventions réalisées avant, pendant et après la lecture. Donc, lire le titre, demander à l'enfant de faire des prédictions. Est-ce qu'il reconnaît des lettres, par exemple, dans le titre? Est-ce qu'il y a des lettres dans son prénom, etc. Pendant la lecture, on invitait les parents à changer leur voix lorsque ça s'y prêtait. On encourageait les parents à suivre le texte avec leurs doigts. On encourageait les parents à dire aux enfants de tourner la page, de poser des questions, etc. Pour le projet de recherche, pour nous, c'est important qu'il y ait un volet accompagnement. Donc, on a eu le souci, dans tous les albums, de choisir des moments importants dans l'histoire ou un mot de vocabulaire ou une expression, peu importe, que nous, on jugeait important, critique même parfois pour la compréhension de l'enfant. Donc, d'ajouter un rabat. Les parents lisaient l'histoire et arrivaient parfois à des pages où il y avait un rabat, par exemple, qui interrogeait l'enfant sur un mot de vocabulaire, sur l'image, sur un sentiment d'un personnage, amenait l'enfant à faire une prédiction, etc. Donc, pour nous, c'était vraiment une sorte d'accompagnement pour les parents qui facilitait justement les échanges autour du livre. Et puis, il y avait des activités aussi à réaliser. Par exemple, dans le livre qui est ici, La revanche des trois ours, il y avait des marottes comme celle-ci. Donc, les parents ou les enfants ensemble pouvaient s'amuser à rejouer différents passages de l'histoire, passages préférés, etc. Il y avait aussi des mimes, il y avait des devinettes, il y avait un carnet de commandes ici parce qu'après coup, dans le livre, on décide d'ouvrir un restaurant, donc l'enfant peut s'amuser à prendre les commandes, etc., écrire à sa façon. Mais s'il souhaite vraiment écrire des mots, il y avait des supports visuels pour écrire des mots. Et chaque trousse contenait également des défiloupes. Donc, chaque famille avait reçu au début du projet une loupe. Donc, l'enfant gardait la loupe à la maison. Et on leur demandait aux enfants, par exemple, une fois la lecture terminée, de retrouver dans le livre des lettres, des mots cachés, par exemple, dans de l'écrit, dans de l'écrit environnementaux sur lesquels parfois on ne porte pas attention quand on lit, mais nous, on le savait qu'il y en avait dans le livre. Fait qu'on invitait les enfants à essayer de trouver où il y en avait dans l'histoire, par exemple, mais également dans l'environnement, donc les boîtes de céréales, etc.
Et tous les parents recevaient souvent à la fin de chacun des ateliers des feuillets pour poursuivre un peu leur réflexion ou mettre sur le frigo pour aller un petit peu plus loin dans leur intervention éducative auprès des enfants. En ce qui concerne, pardon, en ce qui concerne les résultats, alors au terme du projet, on a évalué l'effet du dispositif de formation justement sur, la qualité des interventions des enseignantes, des parents pour soutenir l'émergence de l'écrit, notamment par rapport à l'environnement physique, l'environnement interactif dont parlait l'équipe précédente, et aussi sur le développement des compétences des enfants. Alors, je vous invite à regarder là un peu les principaux résultats qui ont émergé, parce que le temps étant limité, on a ciblé seulement certains de ces résultats-là. Alors, en commençant par l'effet du dispositif sur la qualité des interventions des enseignantes. Alors, quand on compare les pratiques déclarées des enseignantes du groupe expérimental et celles du groupe témoin à un questionnaire, on a observé, nous, un effet positif du dispositif sur la qualité de leurs pratiques déclarées en lecture interactive. Donc, les interventions avant, pendant, après la lecture, tant de narratifs que de documentaires. Et on a aussi demandé aux enseignantes à la fin du projet, aux enseignantes du groupe expérimental, de nous préciser ce qu'elles avaient changé dans leur pratique grâce au projet. Alors, vous avez ici à droite quelques exemples. Alors, si on pense par exemple en maternelle 4 ans, les enseignantes ont surtout parlé des changements de pratique qu'elles avaient améliorés, par exemple leur façon de faire la lecture interactive, la conscience phonologique aussi, l'aménagement, plus de modélisation, plus de messages du jour en particulier. En ce qui concerne les enseignantes de maternelle 5 ans, les changements portaient surtout sur leur façon d'exploiter l'écrit au quotidien dans des situations plus authentiques. Une enseignante disait d'ailleurs qu'elle utilisait maintenant moins de cahiers, elle faisait faire plus de manipulations, écrire dans différents contextes qui répondaient aux besoins des enfants aussi, bonifier des pratiques comme le message du jour ou plus de collaboration avec les parents. Une enseignante disait qu'elle aimait même écrire aux parents avec les enfants, ce qui devenait plus significatif aussi pour eux. Ces observations-là sont similaires là, à une autre étude précédente qu'on avait réalisée sur le sujet. On poursuit toujours là, avec les interventions qui concernent les enseignantes. Donc, quand on compare toujours les pratiques des enseignantes du groupe expérimental et du groupe témoin, concernant cette fois l'aménagement avec la grille à cocher ELCO, on observe justement un effet positif aux deux échelles du ELCO, tant du point de vue de la lecture que du point de vue de l'écriture. Par exemple, pour la richesse, la variété du matériel d'écriture qui était disponible aux enfants pour écrire et pour faire des tentatives d'écriture, de même que pour le choix des livres qui sont accessibles aux enfants dans la classe, un souci d'une plus grande variété de livres, mais aussi, pas juste dans le coin lecture, mais des livres partout dans la classe, dans différents coins, même dans le coin jeu symbolique. La qualité de l'aménagement du coin lecture aussi, comme un espace réservé à la lecture, avec des livres accessibles et tout ça. On en voit un exemple ici là, sur la photo. On voulait également attirer l'attention sur un résultat qu'on a trouvé particulièrement intéressant qui concerne le coin écriture, en particulier chez les enseignantes de maternelle 4 ans. Lors de notre visite là, de début d'année, comme Monica le disait, il y avait une seule enseignante en 4 ans qui offrait un coin écriture, puis il n'y avait aucune enseignante du groupe témoin de 4 ans qui en avait. Et à la suite de l'accompagnement, les enseignantes du groupe expérimental semblent avoir compris l'importance de faire un coin écriture parce qu'à la fin de l'année, toutes les enseignantes 4 ans du groupe expérimental avaient aménagé un coin écriture, alors qu'aucune enseignante du groupe témoin, là, qui faisait comme d'habitude, n'avait ajouté ce coin-là en 4 ans. Évidemment, on sait qu'à 5 ans, c'est une pratique qui est plus fréquente, mais on sentait des réticences de la part des enseignantes de maternelle 4 ans, mais les enseignantes 4 ans nous ont dit en fin d'année avoir été vraiment très surprises du niveau de fréquentation des enfants, de leur envie d'aller dans le coin pour faire des tentatives d'écriture, d'écrire des messages. Il y a une enseignante, entre autres, qui nous a dit avoir vu une très grande différence par rapport à ses cohortes des années précédentes, plus d'intérêt pour l'écrit, plus de compétences aussi par rapport à l'écrit. Donc, on trouvait là, ce commentaire-là très intéressant.
Alors, on vous présente un exemple de coin écriture qu'on a pu observer à 4 ans. Donc, on peut voir là, entre autres, du matériel d'écriture varié, du matériel plus attrayant qui attire les enfants, qui est à la portée des enfants, différents types de papier, de crayons, même des tampons encreurs, des tableaux blancs pour écrire, même aussi des abécédaires, des livres dans le coin écriture pour faire le lien des deux côtés de la médaille dont parlait Annie tout à l'heure, le lien lecture-écriture. L'alphabet à la hauteur des enfants, idéalement mobile aussi pour que les enfants puissent l'utiliser, des étiquettes significatives comme les prénoms, des mots familiers qui répondent vraiment aux besoins des enfants. Voilà, donc on a aussi mis dans le rapport en annexe, page 46-47, là, plus de photos si ça vous intéresse. Maintenant, du côté des parents, alors on a des effets positifs aussi qui ont été observés. Lorsqu'on compare les résultats des parents du groupe expérimental, du groupe témoin au questionnaire qui a été répondu, on observe un effet positif sur les interventions, en particulier les interventions autour du livre, pour l'ensemble des questions à cette section-là, et à la fois pour les interventions de type discussion, donc plus de discussion autour du livre, plus de pauses, laisser l'enfant réagir, poser des questions, et aussi plus d'interventions qui attirent l'attention de l'enfant sur des lettres, des mots, des phrases lors de la lecture, parce qu'on avait constaté que plusieurs parents, avant le projet, n'osaient pas interrompre la lecture, mais avec les rabats dans les albums dont parlait Monica tout à l'heure, notre accompagnement, notre modélisation aussi, à rendre la lecture plus interactive. Juste pour vous faire sourire, il y a un parent qui nous a dit avoir eu une révélation, hein, comme on le dit ici, là, de ce côté-là. Donc, lire un livre était devenu un vrai contact avec son enfant. Le parent croyait que l'enfant perdrait le fil si il arrêtait l'histoire, mais non, au contraire. Alors, ce type de résultat-là était semblable aussi dans des études précédentes qu'on avait menées et nous faisait bien plaisir, là, évidemment. Toujours du côté des résultats des parents, on observe des effets positifs aussi pour la qualité de l'environnement, l'écrit au quotidien. Donc, effet positif sur la qualité des pratiques à la maison en lien avec l'environnement physique, d'une part, hein, mettre de l'écrit partout dans la maison, mais aussi l'environnement interactif, donc attirer l'attention de l'enfant sur l'écrit, autant chez les parents d'enfants de 4 ans que les parents d'enfants de 5 ans, avec un effet particulièrement élevé chez les parents d'enfants de 4 ans au plan statistique. Puis, on a donné ici quelques exemples de pratiques qui ont été appréciées par les parents. Entre autres, à 4 ans, on nous dit, bon, mettre de l'écrit partout, par exemple, des lettres sur le frigo, du papier, des crayons, même exploiter les plaques d'immatriculation quand on est dehors, mais la fameuse liste d'épicerie, le classique, hein, pratique coup de cœur là, des parents à 4 ans comme à 5 ans, qu'on revoit aussi dans l'autre commentaire, mais même aussi penser à modéliser ce qu'on fait, dire à haute voix ce qu'on fait lorsqu'on écrit. Alors, des pratiques qui ont vraiment marqué les parents. On a évalué l'effet du dispositif aussi sur les compétences des enfants à 4 ans et à 5 ans. Les seuls effets significatifs observés au plan statistique jusqu'à présent concernent les enfants de 4 ans, chez qui on va observer une meilleure connaissance du nom des lettres, une meilleure compréhension de ce que c'est qu'un mot aussi, hein, le fameux concept de mot dans la clarté cognitive. Mais là, nous, on poursuit encore nos analyses, donc restez à l'affût. On va probablement là, ajouter d'autres publications à venir. Il faut dire aussi que les effets rapportés par les parents et les enseignants sont quand même très positifs aussi à l'égard des compétences des enfants. On nous parle de plus d'intérêt pour l'écrit, des capacités plus grandes à répondre aux questions lors de la lecture interactive, plus de fréquentation aussi du coin lecture-écriture en classe ou bien plus de tentatives d'écriture également. On avait un troisième objectif, c'est que dans son appel à projet, le fonds demandait de vérifier si l'effet du dispositif variait là, en fonction des caractéristiques comme le sexe, le revenu familial, la scolarité. Les résultats ont montré aucune différence significative entre les garçons et les filles, mais il faut savoir que l'analyse des autres variables, par exemple revenu familial, scolarité, ça a été réalisé, mais à titre exploratoire seulement. Notre nombre de sujets n'était pas suffisant pour être capable de dégager des tendances réellement fiables au plan statistique. Donc, on préfère ne pas s'y attarder ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez consulter là, le rapport pour plus de détails à cet égard-là.
Mais le dernier objectif de notre étude visait, comme le titre le disait, donc à pouvoir identifier les conditions à mettre en place en classe comme à la maison pour favoriser l'émergence de l'écrit à 4 ans et à 5 ans. Donc, on a dégagé les résultats à partir, bien sûr, de nos résultats, mais aussi à partir des commentaires des parents et des enseignants à qui on a carrément posé la question aussi sur ces conditions-là. Alors, ce qui se dégage, c'est bien sûr d'abord de cibler l'importance d'accompagner les enseignants et les parents, notamment pour mettre de l'écrit partout, l'aménagement physique, l'importance des interactions autour de l'écrit, tout ce qui est dialogue, étayage, modélisation aussi, et favoriser des pratiques plus conscientes. En deuxième lieu, il y a aussi toute l'importance de bonifier nos pratiques de lecture interactive, un contexte qui est signifiant, qui est important pour l'enfant, nos pratiques avant, pendant et après la lecture, et surtout le faire dans le plaisir, ce qui est le mot-clé à retenir. Et troisièmement, ben, évidemment, de soutenir la collaboration école-famille, les trousses littéraires, les ateliers qu'on a proposés, les feuillets, des capsules vidéo même peuvent rappeler aux parents et aux enseignants là, donc, de pouvoir harmoniser les pratiques en classe et à la maison, rappeler ce qui peut être fait au quotidien également. En ce qui concerne les retombées, les contributions de notre travail, tant au plan scientifique que pédagogique, je vais aller rapidement. Ben, d'une part, on se rappelle que c'est une étude quasi expérimentale, donc au plan scientifique, c'est rare que les études ont un groupe témoin et offrent des données sur les enseignants, les parents, les enfants. Alors, on a quand même une contribution de ce côté-là. Évidemment, au plan pédagogique, l'enrichissement des pratiques, donc la participation au projet qui a pu favoriser de meilleures pratiques chez les enseignants, chez les parents et même chez les enseignants du groupe témoin qui nous ont dit que par le questionnaire et l'entretien, elles avaient aussi de meilleures réflexions sur leurs pratiques. Mais le coup de cœur, évidemment, vous vous en doutez, c'est les trousses littéraires, le matériel développé qui sera donc disponible en libre accès pour les milieux scolaires, pour les familles, qui va permettre même un contexte riche pour la collaboration école-famille également, qui peut être encouragé parce que bien sûr, il y a un volet parent à la maternelle 4 ans, mais il y a aussi la maternelle 5 ans pour lequel les trousses, les feuillets et tout ça peuvent contribuer à une meilleure collaboration et à l'harmonisation des pratiques. Merci beaucoup, Julie, pour le partage des résultats et des retombées. Poursuivons à présent avec les pistes de solutions. Alors, pour commencer, notre équipe a identifié des pistes de solutions pour les décideurs et les gestionnaires. Alors, les voici. Dans un premier temps, l'importance, bien sûr, de réaffirmer la pertinence d'une approche développementale. Ensuite, encourager la mise en œuvre de pratiques non scolarisantes fondées sur les intérêts, les besoins et le niveau de développement de chaque enfant. Par la suite, investir dans la formation initiale et continue des enseignantes du préscolaire, mettre en place des mesures favorisant la collaboration école-famille et enfin, rendre accessibles des programmes de littératie familiale au plus grand nombre. Par la suite, piste de solution pour les enseignantes à l'éducation préscolaire. Pour commencer, du côté de la collaboration école-famille pour soutenir les dans un premier temps, modéliser des lectures interactives, distribuer des trousses littéraires à la maison et animer des ateliers destinés aux parents. Et enfin, du côté de l'approche développementale pour favoriser les aménager bien sûr la classe, exploiter des albums de littérature jeunesse et aussi mettre en place des interactions de qualité autour de l'écrit. Par la suite, allons voir du côté des limites de la recherche. Notre équipe a identifié 3 principales limites que sont, premièrement, le fait que les effets observés ne peuvent pas être entièrement attribués au dispositif de formation et d'accompagnement en raison de la présence de certaines variables qui sont difficilement contrôlables dans le monde de l'éducation. Seconde limite, le fait que les résultats doivent être interprétés avec prudence, bien sûr, en raison du nombre peu élevé d'enseignantes dans chaque groupe, donc N égale à 11, et aussi le fait que l'échantillon est composé de participantes qui étaient volontaires et qui éprouvaient un intérêt certain envers les voire un désir ou un besoin de bonifier leur pratique à cet égard.
Et enfin, on souligne l'importance que plusieurs des résultats de ce projet sont issus de pratiques autodéclarées. Alors, il est possible que le biais de désirabilité sociale ait amené les parents ou les enseignantes à fournir des réponses qu'ils attribuent aux attentes des chercheuses, dont nous. Par la suite, nous avons aussi identifié un certain nombre de pistes de recherche. Alors, la première, il s'agirait de vérifier l'effet du dispositif sur la qualité des interactions des enfants pendant la lecture. La seconde, vérifier si les effets du dispositif observés chez les parents et les enseignantes perdurent, se transforment ou se complexifient dans le temps. Et la troisième, implanter le dispositif de formation et d'accompagnement auprès d'enfants de 3 à 4 ans et faire équipe, cette fois bien sûr, avec les enfants, les parents et aussi les éducatrices de la petite enfance. Par la suite, quelques publications, bien sûr, le rapport, il est disponible, on vous invite à le lire, mais 4 publications ont aussi été publiées récemment. Tout d'abord, du côté des revues scientifiques, on vous invite à lire un article qui s'appelle « Former et impliquer les parents afin de soutenir l'émergence de l'écrit de leur enfant à l'éducation préscolaire 5 ans », un article qui est paru dans la revue hybride de l'éducation. Par la suite, du côté de la revue de recherche en littératie médiatique multimodale, on vous invite à lire l'article « Soutenir le développement et les apprentissages de l'enfant d'âge préscolaire par les mots, l'image, le son, le corps et le mouvement ». Du côté des revues professionnelles, donc un premier article dans Vivre le primaire qui s'intitule « Plaisir d'écrire dès 4 ans ». Et enfin, dans la revue Le Pollen, Chronique du limier, un article qui s'intitule « Les 1001 plaisirs de lire avec toi, trousse littéraire pour parents et enfants de maternelle 4 et 5 ». Et enfin, les remerciements. Donc, dans un premier temps, un grand merci au FRQSC, au ministère de l'Éducation. Un merci également du côté des centres de services scolaires, bien sûr, les parents, les enfants, les enseignantes de maternelle 4 et 5 ans, et bien sûr, les conseillères pédagogiques qui ont favorisé et aidé de beaucoup au recrutement. Donc, Marie-Isabelle Casey, Caroline Parent, Audrey Breton, et Josiane Labillois. Et bien sûr, merci, très grand merci à nos assistantes de recherche, Hélène Baudry, que nous avons nommée précédemment, Patricia Cazot, Ariane Fizet, Raphaël Dufour, Maria Bolduc, Benjamin Laliberté-Breton, Victor Marquis-Tremblay, Lily Rose-Charret et Alexandre Julien. Alors, je repasse la parole à Monica qui pourra terminer notre présentation. Bien alors, écoutez, merci infiniment là, d'avoir assisté à notre présentation. Pour ceux et celles qui souhaitent en apprendre davantage, poursuivre leur réflexion, eh bien voici là, la bibliographie, quelques sources que nous avons utilisées là, pour l'élaboration du PowerPoint, mais dans le rapport, il y en a vraiment davantage. Donc, on vous invite là, à aller consulter ces différentes ressources là, pour en connaître davantage là, sur les pratiques en lien avec la littératie familiale, les pratiques enseignantes en classe, etc. Donc, merci infiniment là, pour votre participation et puis je vais arrêter le partage de mon côté. Bien, merci à tout le monde pour les belles questions et merci pour les belles réponses également. Donc, j'enchaînerai avec la conclusion. Donc, merci aux 2 équipes et merci au MEQ qui a rendu possible le financement de ces recherches fort intéressantes. Merci aussi au public pour ces questions qui permettent toujours d'aller un peu plus loin ou de voir ce qui intéresse les milieux utilisateurs de la recherche. Comme mentionné, donc les présentations ont été enregistrées et seront accessibles sur le site web des Fonds de recherche du Québec en vous rendant sur la page des projets présentés. Ces enregistrements seront déposés d'ici quelques jours.
et vous retrouverez dans le même espace les rapports de recherche qui sont téléchargeables gratuitement et qui vous permettront sans aucun doute d'en apprendre davantage. Nous allons également vous transmettre un petit sondage de satisfaction. Nous vous prions de bien vouloir le remplir. Vos rétroactions nous aident à améliorer le processus et à mieux accompagner nos équipes de recherche pour répondre à vos attentes et à vos besoins. Et donc, je laisserai le mot de la fin à notre partenaire, Christiane. C'est à vous. Votre micro. C'est ça. Alors, bien, tout d'abord, je veux remercier Valérie Beausoleil et Audrey Asselin pour l'animation et l'organisation de l'activité d'aujourd'hui. Je vais également remercier chaleureusement les chercheuses, leur équipe, Annie, Sharon, Monica Boudreau, pour leur générosité d'avoir partagé avec nous les résultats du projet de recherche. Je suis convaincue que vos travaux auront des retombées certaines et susciteront des réflexions tant au ministère que dans le réseau scolaire québécois. Moi, je retiens de vos travaux comme rédactrice du programme d'éducation préscolaire, les deux présentations d'aujourd'hui confirment vraiment les choix des orientations qu'on a retenues, soit le jeu, l'organisation de la classe et l'observation. De plus, la prise en compte des parents dans le projet de recherche de Monica et s'inscrit tout à fait dans le sens du plan stratégique du ministère. J'ai eu cette référence où on dit que tous les parents veulent voir leur enfant se développer et que les parents sont une des clés de la réussite éducative de l'enfant. Alors, l'enfant, on le sait, il ne vient pas seul à l'école, il vient avec son parent. L'importance de les outiller et de les accompagner. Et j'aimerais dire mille merci aux participants qui ont été branchés en web diffusion. Je crois que vous étiez plus de 110 à un moment donné quand j'ai regardé. Alors, ça témoigne d'un réel intérêt pour la recherche en littératie. Ne manquez pas la prochaine activité de transfert du PREL qui aura lieu le jeudi 27 mars prochain avec Rachel Bertillon et Nathalie Chapelot. Cette activité portera sur des projets de recherche qui ont eu lieu en contexte d'éducation préscolaire et en contexte estival pour contrer la glissade de l'été. Audrey vous a déjà indiqué dans les liens pour vous inscrire dans la section conversation. Si vous voulez être tenu informé de la parution de ces outils et des prochaines activités de transfert, je vous invite à vous inscrire à notre infolette en cliquant sur le lien fourni dans la conversation. Alors, je vous remercie encore pour votre participation et je vous dis à bientôt. Bonne journée tout le monde.